Pour le combat entre Imavov et Cannonier, on te voit parler très calmement à Nassourdine. Pourquoi? Déjà, l'idée, c'est que dans une situation où il y a beaucoup de stress, on veut pas rajouter du stress à la situation. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de... L'idée, c'est d'être le plus calme possible pour prendre les meilleures décisions possibles. Je vais te prendre un exemple tout simple. Je regardais la vidéo du dernier sparring de Delphine Benouache, là, qui combat ce week-end. Et il y avait des choses qui étaient bien, mais il y a une combinaison qu'elle a mis, je sais pas, 5 6 fois dans l'entraînement, qui correspond pas du tout au game plan. Et je m'en suis pas rendu compte pendant le sparring. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des choses bien, des choses moins bien, mais je me suis pas rendu compte qu'elle s'entêtait sur cette combinaison qui n'est pas propice à la victoire dans ce combat. Et je m'en suis voulu quelque part, en regardant le sparring, de me dire, mais j'ai passé tout ce temps proche du combat, proche d'elle, sans remarquer qu'elle le faisait à répétition, cette combinaison. Et ça, c'est quand on a trop la tête dans le guidon, il y a des choses qu'on voit pas. Donc vraiment, le mot d'ordre avec Nassour et le mot d'ordre globalement dans des combats, notamment les combats qui sont importants, qui sont serrés et qu'on peut perdre ou gagner pour des prises de décision, c'est d'être le plus calme possible, pour être le plus lucide possible et donc donner les bonnes informations. Et donc, moi, mon but dans le coin, c'est vraiment d'impacter le maximum le combat avec le minimum de mots possible. C'est-à-dire que souvent, on va utiliser des concepts, que ce soit in and out, pas in and out, s'asseoir, que ce soit être le premier sur l'action, être le dernier sur l'action. Donc on va utiliser des concepts et ce concept, il comprend souvent toute une variété de postures, de techniques, de distances. Voilà, dans un mot, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont incluses. Mais l'idée, ouais, l'idée c'est d'être le plus calme possible pour que l'information elle soit la plus claire possible et qu'il sache vers où se diriger à la reprise du combat. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que tu parles du combat de Delphine de ce week-end pour donner un peu de lumière sur l'événement. C'est Karma, hein, c'est ça, un Karma C'est ça, qui fait leur c'est deuxième Karma. événement. Comme ça nous permet de juste parler rapidement pour les fans français. Voilà, il y a un événement en France ce week-end qui s'appelle Karma et ça vaut la peine d'être suivi. Exactement. Alors, deuxième chose, j'aime bien rester un tout petit peu sur ce sujet. Est-ce que tu penses que dans certains cas, ça peut valoir la peine de coacher de manière un peu plus agressive entre deux Bien rounds sûr. pour voilà remonter. Donc, il faut s'adapter à ton combattant, mais il faut aussi s'adapter au combat dans lequel il est. Ouais, ouais, faut s'adapter aux combattants, faut s'adapter à la situation. Il y a un facteur, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est que déjà, Nassourdine, euh, c'est quelqu'un qui aime pas qu'on lui crie dessus. Ok. C'est pas quelqu'un qui demande, tiens, booste-moi avant l'entrée du combat, Donne-moi des claques avant de bouscule-moi, rentrer dans la cage. Ouais. voilà, donne-moi des claques avant de rentrer dans la cage. C'est pas du tout son délire. Donc, de manière générale, il a besoin de calme. Et une fois de temps en temps, on va être un peu plus agressif ou on va être un peu plus énergique parce que il a besoin d'être remonté. Mais il y a d'autres combattants qui ont beaucoup plus besoin de rentrer dans l'émotionnel, qui ont beaucoup plus besoin qu'on les, qu'on les booste, qu'on leur parle de motivation, qu'on leur parle d'énergie, qu'on leur parle de guerre, etc. Ou même il y a des situations dans lesquelles bah, tu t'es pas réveillé en fait, t'es dans le combat, mais tu fais pas du tout ce qu'il y a à l'entraînement parce que t'es pas réveillé, t'es pas dedans. Et donc, tu as besoin que quelqu'un te remonte les bretelles et te dise, non, là, c'est pas bon, et faut y aller, faut envoyer la sauce là. Mhm. Quels sont les éléments d'une bonne instruction pendant un combat et aussi entre deux rounds? C'est deux types d'instructions différentes. Tu as déjà parlé un tout petit peu du fait que ça doit être concis et clair et que ça doit avoir une signification pour le combattant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants à considérer en tant que coach? On va commencer par pendant le combat, les instructions qu'on donne alors que le combat Ouais. a lieu. Pendant le combat, c'est déjà, pour revenir le truc, nous, on n'est pas des cheerleaders. On n'est pas des supporters. C'est-à-dire que notre but, allez, vas-y, continue. Oui, on peut renforcer une situation positive. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, ce que tu es en train de faire, c'est bien, continue dans cette direction. Mais notre but n'est pas d'acclamer en permanence ou notre but, c'est que les mots qui sortent de notre bouche, ils aient une influence qui soit importante sur le combat. Et donc pour ça, il faut pas parler tout le temps. Pour ça, il faut analyser ce qui se passe. Pour ça, il faut comprendre précisément au moment où ça se passe ce qui est important, ce qui est moins important. Et il faut apporter des informations que peut-être son combattant n'a pas vues. Ça, c'est ça notre rôle en tant qu'homme de coin. Donc nous, par exemple, sur le coin de Nassourdine Imavov, on est quatre.
Mais en fait, sur les 4, il y en a deux qui ont le rôle de coach vraiment qui vont parler. Il y a le sparring partner de Nassourdine qui va nous servir pendant tout l'échauffement, pendant les vestiaires, etc. Il y a son meilleur ami, il y a Sami Siamet qui est là pour un renforcement qui est plutôt mental. Ouais. Je suis bien et je suis à l'aise parce qu'il y a mon meilleur ami qui est là. Et puis ensuite, on est Rodrigo et moi. Avec Rodrigo, la vision plutôt striking et moi, la vision MMA. Et l'idée, c'est que il y ait aussi peu d'informations qui sortent de notre bouche que nécessaire. C'est ça. Donc, parfois, c'est nécessaire d'en dire beaucoup, mais en tout cas, on ne doit pas en dire plus que ce qui est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer aussi à l'entraînement. C'est-à-dire que sur le précédent camp d'entraînement, celui contre Roman Dolidze, on avait Issa Samake, le papa de Bakary Samake, qui allait venir dans le coin. Il y avait Rodrigo, que j'avais fait venir pour le dernier sparring au Venom Training Camp, j'avais fait venir Rodrigo. Il y avait aussi Daguerre dans le coin. Et donc, j'avais donné la consigne. J'avais réuni tout le monde avant et j'avais donné la consigne. J'avais dit, ce que je veux pour ce sparring, c'est que on influe au minimum Nassour. Je veux que la plupart des réactions viennent de lui et quand besoin est, on puisse intervenir. Mais qu'on intervienne le minimum. Et puis ensuite, réduire le nombre de personnes qui prennent la parole parce que 4 personnes, je trouve que c'est trop. Ouais. 2 personnes, ça peut déjà être beaucoup. Et parfois, soit on fait 2, soit on fait un filtre. C'est-à-dire qu'on est 2, mais il y en a un qui donne l'information à l'autre, qui dit c'est qu'une seule voix. Ouais. Et c'est une seule voix. Mais en tout cas, la multiplication des voix n'est pas toujours bonne. Plus n'est pas forcément mieux quand il s'agit de coaching. Surtout qu'il y a du public, il y a le coaching adverse aussi que l'athlète doit filtrer dans le stress de l'action. Il y a quelque chose que tu as dit en répondant à la question précédente, mais que j'ai envie de reprendre ici. Tu as utilisé l'expression tête dans le guidon. Est-ce qu'on peut considérer que le combattant, il est vraiment un peu tête dans le guidon dans son combat et le coach, il a un peu la vue extérieure, le troisième œil et comme tu l'as dit, le coach, il doit envoyer 0 déchet. S'il donne une information qui n'a pas d'influence sur le combat et certainement pas d'influence positive, le pire, ce serait d'avoir une influence négative pour ton combattant. Est-ce qu'il doit juste être présent pour apporter l'information que le combattant ne voit pas en étant tête dans le guidon? C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer? Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, il doit analyser la situation et comprendre encore une fois le facteur limitant. Il doit comprendre à ce moment-là du combat qu'est-ce qui fait qu'on est en train de gagner, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de perdre et qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à gagner ou qu'on pourrait avoir le risque de perdre. Donc soit il va porter l'attention sur une action défensive, lève la main parce que j'ai remarqué qu'il veut envoyer ça, ou change la distance ou prend un angle des actions défensives, soit il va porter l'accent sur une action offensive, c'est-à-dire qu'il y a un trou à tel endroit où il y a une opportunité de telle combinaison, de tel coup, de tel nombre de coups, parfois ça peut être, mais un peu plus de volume parce que sur le volume, il n'arrive pas à contrer le volume ou change la distance, etc. Ou assieds-toi un petit peu comme le conseil avec Nassourdine et Mavov. Donc effectivement, le but, c'est d'avoir le recul nécessaire, mais pour le combattant et le coach, pour en plein combat dans cette situation de stress avec le public, avec les choses qui vont vite, comprendre rapidement quel est le game changer, quel est l'élément qui peut changer la suite du combat. Et effectivement, la complexité pendant le combat, c'est que tu peux pas faire des longues phrases. Tu dois te contenter de mots ou de double mots, triple mots à tout casser. C'est ça, je reprends souvent cet exemple parce qu'il a marqué beaucoup de gens. On s'est beaucoup moqué du coaching de Lopez contre Cyril Gane, notamment 2 phrases. La première, c'est squat, qui a marqué tout le monde, qui disait mais pourquoi il dit squat, pourquoi il dit squat, pourquoi il dit squat. Et la deuxième, c'est ça va les doigts. Et faut je me rappelle pas de ça. Okay. Ouais, c'est 2 concepts. Squat, c'est pas des concepts que j'ai travaillé avec Fernand, mais c'est des concepts que j'arrive facilement à comprendre. Le premier, squat, bien évidemment, qui lui dit pas simplement squat. Il lui dit, il va falloir que tu utilises tes jambes, enfin, en tout cas dans ma compréhension, il va falloir que tu utilises tes jambes pour te relever. Donc, il va falloir qu'au lieu que tu te focuses uniquement, par exemple, sur les mains, il va falloir que tu te focuses sur les jambes et le fait de fléchir les jambes va te permettre de te relever. Et après, dans cette idée de squat, il y a plein de détails qu'on peut rajouter. Attention, ta jambe, elle est prise. C'était le cas de John Cyril Gane, sa jambe, elle était immobilisée. Ou n'oublie pas, bataille les mains en même temps. Mais on est obligé, en tant que coach, dans une situation qui va aussi vite, d'avoir des mots simples qui récapitulent des situations complexes. Ouais. Je pense que quand il lui dit « ça va les doigts sur la guillotine », il lui dit « est-ce que tes doigts sont entre le bras qui étrangle et ton cou de manière à sécuriser la défense de guillotine ?» Mais c'est sûr que ça va les doigts, pour le néophyte, il dit « mais pourquoi tu lui parles des doigts alors qu'il se fait étrangler ?» Et donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de simplifier les choses. C'est-à-dire que quand je dis
à Nassourdine, assieds-toi, il y a tout un tas de panels techniques qui est mis en place dans maintenant tu vas arrêter le in and out, tu vas t'asseoir parce que tu vas faire de la boxe, tu vas faire de la belle boxe, je lui dis. Tu vas faire de la belle boxe, c'est-à-dire que tu vas lever les bras. C'est plus une boxe anglaise de in and out où tu vas te déplacer, tu vas avoir les bras un peu plus bas. Non, tu vas bloquer, tu vas lever les bras, tu vas être prêt à bloquer, à remiser, à esquiver, à contrer, et tu vas être prêt à faire tout ça parce que tu vas être un peu plus assis. Et quand je m'assieds un peu plus dans un combat, je frappe plus fort, mais en revanche, faut que je sois prêt à bloquer, à esquiver et à faire une boxe qui ressemble plus à de la pure boxe anglaise et pas de la boxe à distance. Ouais, tu es plus dans la boîte et tu as moins cette option de désengager, Exactement. de recréer une certaine distance. Et je suis totalement d'accord, il y a beaucoup de coachs qui le disent, ils ont carrément des mots codés avec leurs adversaires. Alors pour vous, c'est un peu moins le cas parce que tu parles français, Fernand Lopez, il parle français à ses combattants et en général, on rencontre des Américains ou des Brésiliens qui parlent pas français, donc pas besoin de codifier, mais c'est vrai que de temps en temps, en tant que néophyte ou même en tant que coach, tu comprends pas ce que donne comme instruction ton coach, enfin le coach adverse, parce que c'est un code qu'ils ont défini à l'avance. Moi, la complexité que j'ai... Vas-y. Chris, je rebondis 2 secondes là-dessus. Ouais. J'aime beaucoup illustrer par des images. Et donc souvent, moi, quand je parle de technique, je parle de combattants aussi. Donc je vais dire la José Aldo. La José Aldo, c'est la défense où tu es sur le single leg, tu sors le genou, tu fais glisser le genou. Je vais dire, tu me fais une John Jones, c'est-à-dire que tu recules avec le bras bien tendu en moyen de défense. Et donc, souvent mes combattants, je leur parle d'autres combattants, je leur envoie des exemples de ce qu'ils font, et ensuite, je vais juste dire, tu fais la John Jones, tu fais la José Aldo, tu fais, etc. Et on gagne du temps là-dessus. Ouais, Parce on qu'ils avait la savent. même chez nous. Ouais, on avait la même chez nous. Et à l'inverse, le combattant adverse, c'est pas forcément de quoi on parle quand je dis tu fais la José Aldo. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, et c'est une anecdote que Alex Tekena, elle aime bien raconter, ça m'arrive de coacher quand c'est un combattant français qui est en face, ça m'arrive de coacher pour faire douter le combattant français. C'est-à-dire que quand elle a affronté Yoni, il y a un moment où Alex, elle envoyait des forts coups de genoux contre Yoni. Et Yoni, elle n'avait pas forcément la solution sur les genoux. Et pour faire douter Alex, qui était de notre côté de la cage, j'ai dit à Yoni, je lui ai envoyé l'info, quand elle envoie le coup de genou, mets-lui le contre qu'on a travaillé. Travaille sur le contre. On n'a pas travaillé de contre sur ses coups de genou à cette distance. Mais c'était un moyen de réduire la volonté d'Alex d'envoyer ses coups de genou. Et la petite anecdote drôle, sympa, c'est qu'Alex, après le combat, elle est venue me voir en me disant ouais, mais c'était quoi le contre? Et je lui ai dit, il n'y avait pas de contre. Le bluff. C'était juste un moyen pour que tu arrêtes de faire des coups de genou. J'ai une anecdote du même genre. Je la dirai après. Vas-y. Vas-y, non, tu peux. Et c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais raconter. Ouais, moi, dans un combat avec un de mes combattants, il était pris dans un anaconda choke et j'étais là, où il va pas en sortir. Et j'ai crié, je fais, il l'a pas, repose-toi, il va se fatiguer les bras. Et le mec a arrêté la soumission. Et après, il est venu et il nous a râlé dessus parce qu'il dit ouais, c'est dégueulasse de faire ça. Je fais non, mon but c'est que mon combattant gagne le combat, donc tous les moyens sont bons voilà. Et toi, ton but c'est de rester concentré sur ton coin et ta stratégie. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant que combattant, t'es pas censé écouter le coin adverse. Exact. Bah ça a sauvé mon combattant de faire ça. Donc c'est une instruction qui était légitime. Une des complexités que j'ai toujours trouvées en tant que coach, c'est justement pendant le combat, tu dois donner des instructions très concises. Entre les rounds, tu as le droit de parler un peu plus. J'ai toujours trouvé ça très difficile d'être capable de donner des bonnes instructions pendant le round et après, le temps que je marche jusqu'à mon combattant, réfléchir à comment phraser les informations qui peuvent être données sur une minute. Est-ce que tu as un process pour ça ou est-ce que tu différencies les rôles justement? Tu parlais de rôle avec les 4 personnes dans le coin ou ça vient naturellement? Alors, je dirais que c'est un mélange de ça vient naturellement et j'ai un process. Okay. Le process, c'est que déjà, une part du process, c'est quelqu'un qui était venu voir en combat une fois et qui me dit mais c'est marrant, on dirait que vous êtes tu sais, dans la Formule 1 quand ils s'arrêtent au stand et les mecs ils courent pour changer le pneu parce qu'on était au championnat du monde et on courait dès que la cage s'ouvrait, on courait. Et je me suis dit, en fait, j'abuse parce que si je cours pas, je vais mettre 5 secondes pour y aller. Et si je cours, je vais mettre 3 secondes. Mais les 2 secondes en plus, en moins, ça change rien. Donc, déjà, j'ai arrêté de courir pour aller mettre le banc dans la cage. Ça sert à rien. Ensuite, mon athlète, il sait que à partir du moment où l'arbitre a sonné la fin du round, c'est le début de sa récupération.
Donc lui, il est dans une phase de récupération dans laquelle il doit respirer au maximum et récupérer. Ensuite, la question se pose pour certains, est-ce que tu veux être assis, est-ce que tu veux être debout? J'ai pas de problème à ce que mes athlètes soient debout, dans le sens où à l'entraînement, ils récupèrent 100% du temps debout. Donc j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si d'expérience, tu as fait beaucoup de combats et tu veux être assis, je te ramène le banc. C'est pas moi qui décide si tu vas être debout ou assis. Mais si tu restes debout, ça me pose absolument aucun problème. Donc ensuite, on s'assoit. Je te donne de l'eau. Donc déjà, j'ai quasiment, je sais pas, j'ai entre 20 et 30 secondes pour réfléchir à ce qui va pas. Et ensuite, les 30 secondes qui viennent, c'est presque 3 formules, c'est presque 3 instants ou 2 instants. C'est-à-dire, le premier instant, c'est ce qui se passe bien et ce qu'il faut continuer, ce qui se passe un peu moins bien et auquel il faut être vigilant. Et ensuite, le détail le plus important dont tu dois te souvenir quand tu reprends le combat. Donc, ça, c'est bien, machin bidule. Peut-être ce qui va moins bien, ou en tout cas le point sur le fight. Là, on a gagné 2 rounds, on a perdu un, voilà où on en est. Et voilà, attention à ça, parce que tout à l'heure, tu as pris un coup, donc méfiance là-dessus. Et ensuite, quand même, avant de partir, le plus important, le principe, c'est un principe, c'est pas un détail, c'est un principe avant de partir, le principe sur lequel il doit miser les prochaines actions. Quand on regarde le premier combat avec Nas, je lui dis, utilise ton jab. Parce que je pense que la clé du combat contre Dolidze à ce moment-là, c'est une plus grande utilisation du jab, parce qu'à chaque fois qu'il utilise le jab, ça touche et ça permet de déverrouiller le combat. Le combat avec Cannonier, c'est assieds-toi. Parfois, ça va être soit plus vigilant sur les défenses de takedown. Attention à la réduction de distance. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou attention à la hauteur. Je sais que ce qu'on travaille beaucoup avec Delphine en ce moment, c'est des questions de hauteur. Donc, ça peut être une question de hauteur. Je sais que sur les derniers coachings avec Jorik, ça va être mais un peu plus d'activité. Mais tu vois, c'est des conseils qui, de manière générale, sont très globaux, qui sont beaucoup plus des principes que utilise la Kimura à tel moment, etc. Quelle est la probabilité que la situation se représente? Voilà, ça c'est un conseil durant le combat. Durant le combat, effectivement, tu peux dire ça. Au milieu du combat, non, c'est du principe, entre les rounds. Ouais, j'aime beaucoup et j'aime bien que tu aies un process en mode, c'est un peu 4 étapes. C'est on reset, on respire, on comprend que c'est l'entre-round, comme ça le combattant peut se concentrer sur ce que tu vas dire, parce que le nombre de coachs qui rentrent et qui donnent plein d'infos, et puis tu as le coach qui est en dehors de la cage, qui en donne en même temps, à la place de l'athlète, il sait rien capturer. Donc j'aime bien que ce soit calme, que ce soit progressif et que ce soit structuré. C'est respire, bois, reprends ton souffle. Première instruction, qu'est-ce qui va bien? Deuxième instruction, à quoi faut-il faire attention? Troisième instruction, quel principe doit être clair dans ta tête, frais dans ta tête à la reprise du round? Et ça peut être aussi, voilà, tu gagnes les 2 premiers, il reste un round, il va commencer fort, il va chercher à te finaliser, temporise les 2 premières minutes. Ça pourrait être une instruction du genre que tu donnerais. Ok. Alors, tu as tweeté quelque chose de très intéressant, comme toujours. Donc, j'invite tout le monde ici, si vous suivez pas encore Nicolas sur les réseaux, smartfight_fr à suivre. Tu as tweeté des heures et des heures passées en sparring pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation. Donc, nous, avec Aldric, on a déjà élaboré l'importance de créer un maximum de situations à l'entraînement pour éviter de se retrouver dans l'inconnu en combat. Ce que tu dis ici est un peu en lien avec ça. C'est être capable d'avoir la meilleure réponse dans chaque situation. Comment est-ce que tu travailles ça à l'entraînement? Eh ben, simplement, on a ce process infini de mise en situation, observation des réponses, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. On enlève ce qui marche pas bien, on garde ce qui marche bien, et ensuite on reteste pour voir s'il y a des adaptations. Et c'est là où le choix du sparring partner, il devient à un certain niveau, il devient primordial parce que le choix du sparring partner sur 2 plans. Le choix du sparring partner et des différentes solutions qu'il peut proposer, et le choix du sparring partner et son niveau global, de combat, quoi, de manière générale. Pourquoi je dissocie les deux? C'est-à-dire que tu peux avoir un très très bon sparring partner, mais c'est un spécialiste du single leg. Ouais. Et tu vas affronter un spécialiste du double leg, et quand bien même ce mec-là, avec son single leg, il est arrivé au plus haut niveau mondial, il n'a pas le jeu et les réponses que le spécialiste du double leg va avoir sur cette situation. Et donc, quand bien même tu vas t'en sortir en double leg contre ce mec-là, à haut niveau, contre le mec spécialiste du double leg, ça va pas forcément t'aider. Parce que les réponses sont différentes. Ouais. Et donc,
le niveau global, il est important. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un spécialiste du table leg, bah, avoir quelqu'un qui est très haut niveau, c'est important. Mais si en plus, c'est un spécialiste vraiment de la technique qui est utilisée, c'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est important parce que parfois, on fait l'erreur, on dit, ouais, c'est un mec qui est bon au sol. Ouais, ça veut rien dire. C'est Bon au large. sol, Mhm. c'est très très large. Mhm. Est-ce que tu es bon au sol façon Thomas Loubersan ou est-ce que tu es bon au sol façon Reda Hamzaoui ou Anthony De Oliveira? C'est deux jeux qui sont totalement différents. Et du coup, si tu affrontes un mec qui est plutôt demi-garde en dessous, bah Reda Meptouche, c'est peut-être l'idéal pour travailler ça. Mais si tu affrontes un mec qui est top contrôle, grosse position, grosse pression, bah, c'est Thomas Loubersan qui est l'idéal. Mhm. Et donc, cette erreur de dire il est bon au sol ou il est bon en striking, etc., pour moi, c'est une énorme erreur si tu n'as pas identifié comment il est bon en striking, comment Mhm. il est bon au sol, comment il est bon dans tel compartiment. Et aujourd'hui, je pense que quand tu travailles avec du haut niveau, quand tu travailles avec des mecs comme Nassour qui sont très très forts, très performants, très percutants et tout, tu peux pas permettre de faire venir des mecs et leur dire, bon, tu vas imiter Canonnier. Mhm. C'est-à-dire que toi, tu es fort sur tel jeu, mais toi, je vais te demander dans ce truc d'imiter Canonnier. Mais tu peux pas imiter Canonnier parce que toi, tu es fort, tu es Alexis Barbosa, tu es fort à faire du Alexis Barbosa. Voilà. Donc, Et si euh, tu dois du jour au lendemain imiter Canonnier, tu deviens débutant pour et l'imiter, et donc tu tu vas donner deviens. une fausse idée à Nassourdine, à la limite, c'est ça, hein. C'est ça, c'est Ouais. ça. Donc, je préfère à 4000% choisir le sparring qui correspond le plus Mhm. et lui dire va à 100%, plutôt que choisir un sparring qui est plus haut niveau, c'est-à-dire dans l'échelle mondiale du kickboxing, etc., mais qui ressemble pas du tout en termes de style. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait combattu que en droitier dans sa carrière, excellent striker, et tu lui dis, vas-y, pour préparer mon gars, viens chez moi, mais combat en gaucher. Il y Mais aura ça arrive plus du tout la souvent. même qualité. Il y aura plus du tout la même Chris, moi j'ai qualité. vu plein de training camps où il y a des gens qui font ça. Mais c'est compliqué. Tu peux pas faire ça. C'est compliqué. Et donc, quand tu me dis, ouais, comment on fait? Eh ben, on fait ce process-là d'erreur et de constat en permanence. C'est-à-dire que on teste, on voit si ça marche. Si ça marche, on garde. Si ça marche pas, on truc. Ensuite, on se pose des questions. Parfois, on se concerte. Le combattant, moi, je rentre à la maison, je regarde des vidéos. Daguerre, il va intervenir. Et ensuite, tous ensemble, on essaie de trouver la prochaine meilleure solution. Hmm. Et une fois qu'on l'a trouvée, bah ensuite, il faut la mettre en place de manière systématique dans le combat. La Et ça, c'est peaufiner, ouais. la peaufiner et l'automatiser. Ouais. C'est-à-dire que parfois, les combattants, dans leur jeu, ils ont des solutions qu'ils prennent qui ne sont pas les solutions optimales. Hmm. Et donc, il faut multiplier les sparring pour à un moment pointer le doigt et dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut enlever ça? Est-ce qu'on peut l'enlever? Et c'est un travail dur parce que parfois, il a automatisé cette mauvaise solution. Hmm. Et il ne se rend pas compte à quel point elle est dommageable. Et donc, il faut le montrer, il faut appuyer dessus, il faut constater, stop, les gars, on s'arrête. Là, ce que tu viens de faire, c'est l'inverse de ce qu'on demande. On refait. Poum, stop, on refait. Stop, on refait. Et à un moment, on arrive à incorporer la bonne solution, à trouver une meilleure solution. C'est C'est, typiquement l'exemple que je viens de donner avec la combinaison que Delphine donnait, qui n'est pas mauvaise en soi, qui peut s'adapter dans certains moments du combat, mais qui, de manière générale, par rapport à notre adversaire qu'on va rencontrer là, n'est pas une solution qui est intéressante. hmm. Ouais, donc intéressant de l'enlever de son arsenal automatique pour ce combat-là, quitte à ce que ça revienne plus tard. C'est Intéressant. ça. Ouais. Donc il faut vraiment toujours avoir cette vision globale et locale. Local, c'est le combat qui arrive maintenant, et qu'est-ce que dans ton jeu global tu dois éviter de faire. Et Ouais. évidemment, c'est ça la complexité aussi des short notice. C'est que tu sais pas travailler sur tes automatismes versus les combats prévus à long terme. Et en parlant de ça, euh, on a déjà discuté, mais j'aimerais aller plus loin dans le détail. Tu demandes à Nassourdine de ne plus bosser en in and out, alors qu'il est connu et très très bon pour ça. Euh, Ouais. on va commencer par là. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en in and out? Alors, in and out, première chose, comme on est dans une discipline avec des gants qui sont fins, Mhm. on n'a pas les mêmes possibilités de blocage. Les gants prennent pas autant d'espace pour les blocages. Et dès qu'on se déplace, dès que je rentre et je sors, hein, le in and out, c'est cette capacité à rentrer et sortir, un petit peu comme font les boxeurs soviétiques ou les karatékas. Mhm. Dès que je rentre et je sors, bah, au lieu de bloquer les coups, juste je m'en vais. Et donc j'ai moins de chances d'être touché par un coup sur un mauvais blocage et donc de prendre cher sur un coup.
Donc ça, c'est la première chose en termes de moyens défensifs. C'est très, très, très efficace. J'ai pu à me poser la question de quel coup tu envoies, quel angle, comment je le bloque. Il y a moins besoin de travailler le coup d'œil, il y a juste besoin de travailler le déplacement. Première chose. Deuxième chose, dans un sport où on a le droit à la lutte, bah, dès que je reste sur place pour bloquer, j'offre l'opportunité à mon adversaire de venir lutter. Et c'est pour ça que le in and out, c'est très, très efficace contre les lutteurs. C'est ce qu'a utilisé Cyril Gane pendant toute sa carrière. C'est l'utilisation de Nassourdine Mavov, Taylor Lapillus. On a beaucoup de styles in and out comme ça. Donc, globalement, rentrer, sortir, bah, je défends quelque part un petit peu la lutte. Ça, c'est le deuxième avantage. Et puis, le troisième avantage, c'est d'un point de vue cardiovasculaire. À partir du moment où, en termes d'endurance musculaire locale sur les mollets, j'ai la capacité de rentrer et sortir, ça va pas me coûter beaucoup au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est pas une grosse dépense d'énergie en termes cardiaques parce que je rentre, je sors et finalement, je suis jamais dans un truc où le combat est dicté par l'adversaire puisque je suis rentré quand je voulais rentrer, je suis sorti quand je voulais sortir. Fin, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de moment où mon cœur il est en train de monter dans les tours et je prends des coups, faut que je renvoie, faut que j'ai le coup d'œil, etc., etc. Ça, c'est le gros avantage du in and out. Ouais. Je vais juste faire une petite parenthèse dessus. Parce que j'aime bien ce que tu dis sur le in and out. En fait, tu gères un peu le rythme du combat par défaut. C'est toi qui décides quand tu rentres in, et c'est toi qui décides quand tu sors et quand tu restes dehors à une distance où aucun des deux peuvent se toucher. Et moi, je prends toujours cet exemple parce que je sais que tu es friand de ce genre d'exemple. C'est si tu demandes à quelqu'un de courir 10 km à son rythme, il va faire son temps record. Si tu demandes à quelqu'un, enfin, il va avoir une certaine fatigue. Si tu demandes à quelqu'un de courir 10 km, mais c'est toi qui décides, maintenant tu marches, maintenant tu sprintes, maintenant tu accélères, maintenant tu ralentis, il va peut-être pas finir les 10 km parce que c'est pas lui qui décide, il va pas pouvoir les gérer. Et c'est un peu ça, la gestion du rythme dans un combat, c'est aussi ta gestion d'énergie. Ça te permet de mieux gérer et de garder cette énergie sur les 15 ou 25 minutes qui sont définies par le contrat. Ouais, c'est ta gestion d'énergie, c'est ta gestion de l'incertitude. On est dans un sport qui est très incertain, mais quand tu n'es jamais à distance d'être touché ou d'être lutté, bah, ça devient un sport tu réduis en fait les probabilités du sport. Et c'est pour ça on a eu un moment où le in and out dominait le MMA. C'est-à-dire que globalement, on avait énormément de combattants in and out qui du coup dominaient leur catégorie. C'est clair, c'est clair. À l'époque de Whittaker champion, c'est une époque où il y avait justement beaucoup de gens qui se calaient un peu à ce style, un peu entrée-sortie. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que là, ce qui se passe à ce moment-là du combat, c'est que tu as Nassourdine Imavov qui est dans son style par défaut, on va appeler, donc les automatismes dont on parlait tout à l'heure. Et vous aviez travaillé des alternatives au cas où ce style ne marchait pas. C'est comme ça que tu as réfléchi à cet aspect-là. C'est, OK, Nassourdine, il travaille très bien en in and out. Qu'est-ce qui se passe s'il est dans un combat où ça ne fonctionne pas? C'est comme ça que tu as réfléchi dans la préparation. Il faut qu'on ait un genre de plan B. Et c'est ça que tu as un peu activé dans le combat. Ça fonctionnait contre Cannonier, mais tu as vu une meilleure ouverture s'il changeait son style par défaut. C'est comme ça que tu l'as perçu? Ouais, je rebondis en venant du coup sur les inconvénients du in and out. Ah oui, pardon. On s'est concentré sur les avantages. Ça va avec. En fait, pour faire du in and out, globalement, il faut être explosif. Et souvent, il faut être plus explosif que son adversaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de rebondir en avant et en arrière avec une vitesse qui est supérieure à celle de son adversaire. C'est pour ça que globalement, c'est quand même une stratégie qui convient bien aux profils qui sont très explosifs. C'est pour ça que les taekwondoïs sont très explosifs, les karatékas sont très explosifs, et globalement, les boxeurs soviétiques qui font ça sont aussi assez explosifs. Donc déjà, quand tu perds en explosivité, qu'il y a de la fatigue qui s'est installée, tu es moins bon sur le in and out, puisque c'est quelque chose de vitesse, de timing, dans lequel au moment où tu vas reculer, tu vas essayer de contrer, au moment où tu vas avancer, tu vas essayer d'exploser, mais si tu es plus fatigué, tu es un peu plus lent, et miser là-dessus, ça devient un petit peu plus difficile. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qu'on constate, c'est que contre des adversaires qui ont un gros pressing offensif, ce qui est le cas de Cannonier, ce qui est le cas de Strickland, ce qui est le cas de John Jones contre Cyril Gane, le blueprint pour moi du contre du in and out, c'est John Jones contre Cyril Gane. On pourrait dire Shogun Rua contre Machida à l'époque. On pourrait dire Lima contre MVP. Tout ça, c'est des mecs qui à un moment ont dit OK, in and out, il faut que je réagisse à tes feintes, il faut que je respecte ton jab, il faut que je te laisse en fait rentrer et sortir. Il y a un moment, je vais juste rentrer, je vais juste te cadrer. Dès que tu vas rentrer, je vais te contrer et ensuite je vais continuer à grappiller du terrain. Et quand je vais grappiller ce terrain, surtout si tu n'as pas une énorme capacité à reculer puis
pivoter, prendre des angles, tu vas devenir de plus en plus fatigué. Et donc, là où c'était à ton avantage de faire du in and out, c'est toi qui es sur les talons, c'est toi qui réagis, c'est toi qui prends des coups à chaque fois qu'il rentre. C'est à toi qu'on diminue l'espace. Et donc, il y a un moment où c'est toi qui deviens de plus en plus fatigué. Et puis tu n'as plus ton out aussi. Si tu es bien contre la Tu n'as plus cage, il n'y ton a plus le out. out. Il n'y a plus C'est que le ça. in. Il y a plus que le in et tu te fais timer sur le in, Ouais. tu te fais contrer. Et donc, ça devient plus difficile. Et ce qu'on avait remarqué, alors effectivement, il y a plusieurs stratégies. Une stratégie que tu avais évoquée, c'est la stratégie d'être capable de se déplacer de manière latérale. Mhm. Ça, c'est une première stratégie. Mais il y a une deuxième stratégie aussi, c'est de dire, bah, il y a un moment, quand je suis fatigué, au lieu de vouloir jouer uniquement sur de l'explosivité, du timing et du contre, ce que je vais faire, c'est que juste, je vais faire de la boxe anglaise pure. C'est-à-dire, je vais me poser un peu plus, je vais frapper un peu plus fort parce que je suis posé. Je vais bloquer, c'est-à-dire que je vais éviter de reculer. Donc, je vais pas te laisser l'opportunité d'avancer et toi de gagner du cardio, entre guillemets. Tu gagnes pas du cardio, mais d'être confortable sur le cardio. Mhm. Comme je vais m'asseoir, les coups que je vais donner, ils vont être plus puissants. Donc, toi aussi, tu vas avoir moins envie De rentrer. de rentrer, d'avancer. Et puis, je vais jouer sur de la pure boxe anglaise, c'est-à-dire que je vais te montrer que moi aussi, je sais bloquer, remiser. Moi aussi, je sais esquiver, contrer. Je sais esquiver, peut-être même lutter. Et je vais te proposer des difficultés auxquelles tu t'attendais pas forcément. Hmm. Euh, et donc, c'était l'idée qu'on avait constatée pendant l'entraînement, auquel j'avais déjà réfléchi en regardant les précédents combats de Nassourdine, mais qu'il fallait mettre en place. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pendant le camp d'entraînement, on a fait beaucoup de boxe anglaise. Parce Hmm. que je voulais qu'on ait cette capacité. Déjà, boxe anglaise, c'était dans un ring qui est plus petit, donc tu peux faire beaucoup moins d'in and out. Les mecs, ils sont assez bons pour cadrer. En plus, c'est un Ouais. quadrilatère, c'est plus facile de cadrer. Les mecs sont meilleurs pour cadrer. Et donc, on s'est forcé à boxer voilà, dans la poche pendant le camp d'entraînement pour être capable, si on en avait besoin, non pas seulement de reculer, mais d'être aussi capable d'avancer, pivoter, d'être capable de boxer sur place, bloquer, remiser, et d'être capable de faire toutes ces choses-là quand, si à un moment, le in and out fonctionnait moins bien. Je pense que commencer le combat en in and out, c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter les risques au moment où les mecs sont très explosifs et très puissants. Mhm. Je pense qu'une fois que la vitesse des mecs diminue, l'explosivité, la puissance des mecs diminue, ça peut être très intéressant justement de se poser et dire, OK, maintenant j'ai lu ton jeu, j'ai compris tes failles, je vais me poser et je vais exploiter les failles que j'ai constatées. Et en plus, c'est perturbant pour l'adversaire, qui est lui aussi est en train de faire sa lecture du combat, et puis soudainement, il y a un changement drastique dans le style, dans l'approche et dans les solutions du coup qui sont potentiellement ouvertes à lui. Ouais, exactement. Alors, j'aime bien parce que tu as déjà un peu touché sur certains points de ma question suivante. On t'a vu très ouvert à la discussion des défauts de Nassourdine Imavov. Alors, avant le combat, je souligne, hein, avant le combat contre Dolidze et surtout contre Cannonier, il y en a beaucoup qui soulignaient 3 éléments dans les défauts ou des axes d'amélioration chez Nassourdine. Il y avait la gestion des émotions, la gestion d'énergie et les déplacements latéraux. Le fait qu'il se déplaçait beaucoup de manière linéaire, ce qui fait partie du style du in and out, parce qu'on a une posture beaucoup plus perpendiculaire à l'adversaire. Moi, personnellement, je trouve que les 3 ont été vachement travaillés, ça c'est sûr. Comment est-ce que tu travailles ça avec Nassourdine? Est-ce que tu prends du temps pour analyser tes combattants, chercher toi-même les défauts et te mettre à la place des entraîneurs adverses en disant, OK, les entraîneurs adverses, ils vont voir ça, ils vont voir ça, ils vont voir ça. Ça, ce sont des opportunités de victoire pour eux. Comment est-ce que je ferme ces portes? Quel est ton processus derrière? Ouais, tu as tout compris. Déjà, la première étape, toujours, c'est de me mettre dans la peau du coach adverse et de me dire comment je ferais pour battre Nassourdine avec les armes de mon combattant. Donc, par exemple, avec Cannonier, on avait pensé à l'utilisation des low kicks, l'utilisation du bras arrière, peut-être passer un petit peu en gaucher, mais je savais qu'il n'allait pas rester longtemps en gaucher. En tout cas, je ne le voyais pas laisser rester longtemps en gaucher. Mon analyse du niveau de Nassourdine contre les gauchers et du niveau de Cannonier en gaucher faisait que j'avais des doutes sur le fait qu'il reste en gaucher. Et donc, ouais, je pars de quel va être le game plan numéro 1 de Cannonier, donc c'était celui-ci. Game plan numéro 2, coller contre la cage. Et puis éventuellement, game plan numéro 3, si les deux ne fonctionnaient pas, tenter le changement de niveau pour aller travailler au sol. Donc, je pars de cette situation-là. Et puis ensuite, il y a un facteur temps qui est incompressible pour l'entraîneur. Il faut passer énormément de temps à l'entraînement, dans des situations,
dans un maximum de situations, renforcer les situations, renforcer les solutions, renforcer la mentalité à avoir dans différentes situations. Euh, et je pense que, alors, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que euh, quand tu as fait un bon camp d'entraînement, déjà, que tu as été bien préparé, que ton coach il a été là pendant tout le camp d'entraînement, qu'il a été là, on s'est déplacé dans des salles pour aller boxer en anglaise, on a fait venir des mecs très haut niveau pour aller faire du kickboxing, pour aller faire... Et ben finalement, tu as quand même une assurance, tu vois, à l'entraînement, tu as Ouais. boxé avec le champion du One, tu as été boxé avec celui qui va disputer le championnat de France pro de boxe anglaise, tu as été boxé avec Voldy, qui est un super niveau en boxe anglaise, très prometteur, et donc tout ça, ça te conforte dans l'idée quand même que tu as fait un bon training camp. Et Mhm. puis après, euh, l'entourage de la Fight Week est important. Nous, on a réussi à créer avec Nassour et les choix qui ont été faits autour de Nassour, c'est-à-dire Sami Siamet, son meilleur ami. On n'avait Ah, pas je connais d'Aguerre très cette bien. Il avait fois-ci. fait ses débuts chez moi au DJRS Exactement, Academy Bruxelles. Ouais, ouais. Ouais, exactement. ouais. Ouais. Très On éphémère, était, très tu peux, expéditif. ouais, ouais, c'était une belle soirée. Ouais. Euh, donc il y avait Sami Siamet qui était là, qui est le meilleur ami de Nassour. On avait Souleymane, John Kazneuil qui était son sparring partner. On avait Rodrigo Alamos pour la partie striking. Et puis d'autres personnes qui sont venues soutenir, etc. Et donc créer cette atmosphère aussi pendant la Fight Week où on sait que l'enjeu est important, mais on est détendu. Il y a du travail sérieux, il y a de la concentration, mais en même temps, il y a de la détente. Et tout ça, je pense que ça permet de rentrer le jour J dans la cage dans un bon état d'esprit, parce que tu as des gens qui sont bienveillants autour de toi, parce que tu sens les bonnes énergies, parce que tu sens qu'autour de toi, il y a une équipe qui a confiance en toi. Mhm. Et donc, je pense que on l'a vu, hein, il y avait Rodi qui était là, qui nous a filmé pendant toute la Fight Week, qui a fait des petits vlogs tous les jours. Et ce qu'on voyait, c'était ce mélange de détente, de rigolade et de sérieux durant les entraînements. Et Mhm. donc, je pense que quand tu as fait un bon camp d'entraînement, que ensuite tu as ce facteur X, hein, que tu es un grand champion, tu as ça en toi, et que tu es bien entouré la semaine du combat, bah, tu as mis toutes les chances de ton côté de faire une belle performance. C'est primordial, je pense, de te sentir Mm. bien en confiance par rapport à ta préparation. C'est un peu comme avant un examen, quoi. En fait, tu C'est rentres ça. dans un examen oral, bah, si tu l'as bien préparé, tu es beaucoup plus en confiance et ta confiance permet de mieux délivrer tes compétences ou tes connaissances. J'aime bien ça et j'aime bien le mot que tu utilises aussi, bienveillance. Je pense qu'on avait fait un podcast avec Aldric sur bah, l'importance d'une fight week et notamment d'avoir un entourage bah, de confiance avec lequel on se sent bien pour avoir ce bon mix entre, comme tu le dis, sérieux mais détente aussi pour pas être Mhm. toujours sous pression, mais pas. Ça reste un combat, donc il faut pas être trop relâché non plus au risque de pas performer. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que nous, on filme tous les sparring de Nassourdine. Ensuite, on a un groupe dans lequel on se les partage. Enfin, quand je dis on a un groupe, en fait, c'est Nassourdine et moi. On a un groupe partagé sur iPhone. Comme ça, on met les vidéos de sparring, que ce soit moi qui les ai filmées, lui qui les a filmées, on les a toutes. Et donc, ce qui était intéressant pendant ce camp, c'est que bah, parfois tu fais un sparring, et le sparring il est moins bien. Moi, je lui mets toujours deux, trois adversaires sur ses sparring. mhm, Donc, forcément, il y a des fois où il est fatigué, parfois il a enchaîné des sparring pendant plusieurs jours, etc. Donc, il est fatigué. Mais ce qui est cool, c'est que comme maintenant il y a un petit peu de recul, donc on a le premier training camp avec Roman Dolidze, on a le deuxième, qui étaient deux training camps qui étaient vraiment opposés quand même, parce qu'il y en a un qui était centré sur le grappling et l'autre qui était centré sur le striking. Euh, mais ce qui était cool, c'est que bah, il y a des moments où il doutait un petit peu, il me disait, ah, j'ai l'impression que je suis plus fatigué ou que je suis moins bon que pendant le premier. Et en fait, c'était facile pour nous de re-regarder les vidéos et de mhm. dire, attends, regarde le premier, regarde celui-là. Bah non, en fait, c'est pareil ou non, même c'est même un peu mieux parce que tu arrives à faire ça, ça, ça. Parce que c'est pas toujours facile parce que on a des sparring partners qui progressent eux aussi. Alors déjà, qui sont parfois différents, mais même quand ils sont pas différents, parfois qui progressent. C'est-à-dire que le Jorik Ouais. qui est venu faire le sparring de Nassour en décembre, bah, c'est pas le même Jorik qui fait le sparring en mars ou en avril. Et du Ouais. coup, euh, tu- parfois tu peux avoir l'impression que tu régresses, mais en fait non, c'est lui qui a progressé. Et c'est Mhm. juste votre fossé qui s'est diminué. Ou en fait, non, on regarde les 2 vidéos, non, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, avoir les vidéos, c'est très intéressant pour ça.
J'aime bien cet aparté parce qu'on a eu un petit échange sur Twitter par rapport à ça aussi, le fait que tu aimes bien. Bon, il y a la pratique, et, il y a la théorie, il y a les études, mais le plus important, c'est d'avoir des indicateurs et des accès aux données qui sont faciles et clairs et Ouais. précis. Et clairement, observer des sparring, je pense que c'est un des meilleurs indicateurs que tu puisses avoir pour dire, OK, est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on progresse réellement? Parce que le côté subjectif, c'est bien, mais comme on le dit, que ce soit dans un combat ou un sparring, le combattant, il est tête dans le guidon. Et de temps en temps, si tu es de mauvaise humeur, tu as mal dormi ou quoi, tu vas être beaucoup plus exigeant envers toi-même. Tu risques d'être, peu importe si tu es un peu démoralisé, tu vas être beaucoup plus critique et pouvoir revisionner et comparer deux sparring, ça permet de mettre les choses plus au clair. Ça change tout. Mhm. Vraiment, 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 c'est une plus-value. Et si je peux faire la mini aparté sur la préparation physique, Mhm. euh, on veut complexifier les choses. J'avais mis ce post où j'avais dit si vous êtes pas capable de squatter 2 fois votre poids de corps, 2,5 fois au soulevé de terre et 1,5 fois au bench, au développé couché, arrêtez de vous focaliser sur d'autres choses. Concentrez-vous sur le développement de votre force maximale. Et Petite, tu parles ouais, pour les athlètes haut niveau avec ces au niveau, chiffres-là ouais. ou c'est pour monsieur, En madame fait, récréationnel? pour n'importe qui veut, qui se pose la question, je dois faire quoi en préparation physique? Et là, tu Eh parles de bien, performance ou tu parles de santé? J'ai envie de différencier les deux. C'est même pour ceux qui euh, veulent être en bonne santé, ce sont des bons chiffres? la santé, c'est une autre question qui Ok. mériterait, on pourrait faire un podcast entier là-dessus si ça Avec grand t'intéresse sur plaisir. la Avec grand santé. Ouais, plaisir. le Ouais. sport et la santé, c'est une autre question. Mais sur la performance, par contre, ça fait aucun doute. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tant que tu n'as pas atteint un niveau de force minimal, euh, travailler sur l'explosivité, quand tu n'as pas développé ton capital de force, c'est une perte de temps. Parce que Hmm. ton plus gros facteur d'amélioration de ton explosivité, c'est ton niveau de force. Parce Hmm. que l'explosivité, c'est un mélange de la force et de la vitesse. La vitesse, tu as un potentiel d'amélioration génétique de la vitesse qui est extrêmement limité, c'est ça. Mais l'amélioration possible de ta force, c'est ça. Et donc, avant d'avoir l'idée de dire je vais travailler sur l'explosivité, oui, c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau. Mais déjà, tu as fait combien de temps sur la force et est-ce que tu as développé le niveau de force nécessaire? Et la réalité, c'est que quand tu prends un débutant et que tu le rends plus fort, il devient plus fort, ça c'est évident. Il devient plus endurant dans toutes les épreuves où il y a un minimum de force qui est nécessaire. C'est-à-dire que tout ce qui est phase de corps à corps, il devient plus endurant. Il Ouais. devient plus explosif. Parce que quand il envoie un coup de poing et que le coup de poing rentre en contact avec l'adversaire, lui, il est capable de générer plus de Hmm. force en fin de coup de poing parce que ses appuis dans le sol, ils sont capables de le propulser plus loin. Et donc, propulser plus loin, ça veut dire frapper plus fort. Et ce qu'on constate, c'est que pendant longtemps, on disait non, si tu frappes quelque chose qui est léger, donc par exemple une balle de baseball, on disait si tu frappes une balle de baseball, t'as pas besoin d'être musclé parce que c'est quelque chose de léger que tu frappes. Ou une balle de tennis, c'est léger. On Mhm. disait tu as besoin d'être fort que si la chose que tu rencontres, elle est lourde, elle est solide. Et en fait, Mhm. ce qu'on s'est rendu compte quand les mecs du baseball américain, ils ont commencé à se charger et à être chargés comme des mules et à devenir super musclés, ben, ils ont pété tous les records. Et donc tout le monde dans le truc, ça a commencé à se charger parce qu'ils se sont dit, ah ouais, quand ils frappent plus fort, en fait, ils envoient plus loin. Mais pourquoi ils frappent plus fort? Pas parce qu'ils ont fait de la préparation spécifique non, parce qu'ils sont devenus plus forts, plus musclés, de manière générale. Et dans leur travail technico-tactique qu'ils font en permanence de je tape avec ma batte dans la balle, bah, je lance plus loin. Et c'est la même chose au tennis, c'est la même chose qui s'est passé en foot, où tu regardes les carrures des footballeurs des années 80, tu regardes celles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais techniquement, ils travaillent les mêmes choses, sauf que physiquement, ils sont 2-3 niveaux au-dessus. C'est la même chose en rugby, c'est la même chose en basket, c'est la même chose dans tous les sports. Et c'est ce qui s'est passé même dans les sports pieds-points. On disait, ouais, la préparation physique, ça sert à rien. Les Hollandais, ils se sont dit, bah attends, nous, on va tester l'utilisation de stéroïdes anabolisants et on va voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Les mecs, ils sont revenus comme des bœufs comme ça, et quand ils sont revenus comme des bœufs, quand ils touchaient les gars, ils les mettaient KO. Ouais. Et donc, quand bien même tu dis oui, la force, ça sert à rien et tout, non, à technique égale, celui qui est le plus fort, c'est Ah celui qui oui, performe le plus. bien sûr. Et donc, moi, ce que je dis par rapport à tout ça, c'est, pour revenir à la discussion de base, c'est la première des choses que tu dois faire si tu vas dans une salle de musculation, c'est devenir plus fort. Et deux, pourquoi je parle de squat, de développé couché, de soulevé terre? Parce que dans n'importe quelle salle de musculation, tu peux avoir accès à ces outils, parce que tu peux facilement comparer ça. Et effectivement, tu peux dire oui, il y a des outils de mesure de force qui sont plus spécifiques, mais il y a combien de pourcentage de la population des gens qui vont me lire sur Twitter qui ont accès à ces outils? Mais c'est clair, c'est clair. Personne. Tu vois? Et donc, à un moment, je préfère donner un conseil simple, Mhm. c'est-à-dire mesure ton squat, ton DC, ton soulevé de terre et mesure le temps que tu fais sur une piste sur 6 tours de piste
ou sur un Cooper ou un demi-Cooper ou ce que tu veux, plutôt que venir avec non, mesure ton taux d'oxygénation sanguine, mesure à quel point te donner des outils qui sont super sophistiqués, mais auxquels personne n'a accès. Ouais, et puis aller à ce point-là dans le détail, c'est réservé à ceux qui qui sont élites dans leur sport. Encore une fois, pour monsieur, madame, tout le monde, l'outil simple de mesure suffira amplement à améliorer sa santé avec un programme d'entraînement qui permet de savoir, ok, j'ai besoin d'améliorer ça, quel est mon programme d'entraînement. Et la différence, enfin la plus-value entre l'outil sophistiqué et l'outil simple, il y en a aucune pour monsieur, madame, tout le monde. On est d'accord? Et même au-delà de monsieur et madame tout le monde, regarde, moi j'ai pris Alexis Barbosa, quand on a commencé, il commençait le kickboxing, il faisait sa transition vers le kickboxing. Alexis, simplement, il avait pas de force. Il avait fait un peu de préparation physique plus jeune, mais ça faisait un moment qu'il faisait plus de préparation physique. Il était en manque de masse musculaire, il était en manque de force. Donc, on a fait un programme, tout simplement, moi, les 2 programmes que je vends, le programme Transformation, le programme Devient Fort, c'est réellement les 2 programmes qui ont été utilisés sur Alexis Barbosa, donc champion du ONE FC, Kenji Grillon, champion du monde de karaté, et ensuite, qui est monté haut en karaté combat. Il a perdu son dernier combat, mais qui était plus ou moins une demi-finale mondiale pour la ceinture. S'il gagnait, il allait à la ceinture du karaté combat. Et je l'utilisais aussi je l'ai utilisé pour Delphine Benoît pour ses championnats du monde de MMA amateur, et pour Charline Van Snick qui tentait de faire un retour aux Jeux Olympiques de judo. Ah, ok. Et donc, globalement, c'est pour des gens qui sont très très haut niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas plus haut niveau. Charline, tu la connais certainement, c'est le plus haut niveau que tu as en judo. Alexis, c'est le plus haut niveau que tu as en kickboxing. Kenji, c'est le plus haut niveau que tu as en karaté. Et Delphine, c'est le plus haut niveau que tu as en MMA amateur féminin. Bah, avec des gens qui sont de ce niveau-là, leur niveau en préparation physique, il était tellement bas que des choses aussi simples que ça leur a permis de passer un cap, mais phénoménal. C'est-à-dire qu'ils sont devenus plus forts, plus musclés, plus endurants, plus performants. Fin de l'histoire. J'aimerais rappeler quelque chose que tu as précisé sur notre premier podcast. Simple n'est pas facile. La distinction entre le mot simple et facile. Ouais. Merci, simple n'est pas facile. Et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent pour l'endurance. L'endurance, les gens cherchent les méthodes les plus compliquées, les plus sophistiquées, quel fractionner, combien de secondes je dois utiliser, combien, à quel moment, etc. Et ce que je dis, c'est qu'on a surcomplexifié le travail en préparation physique. Pourquoi? Parce que ça permettait de vendre des formations, parce que ça permettait de vendre des bouquins, parce que ça permettait de se faire mousser et de dire, moi, je suis préparateur physique, j'ai des connaissances que les autres n'ont pas. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, après 15 ans de travail dans le milieu de la préparation physique, avoir travaillé avec des doctorants, avoir fait 1 million de séminaires, de formations, avoir passé des diplômes, avoir lu tous les bouquins, j'ai une bibliothèque de préparation physique qui est énorme. Ce que je peux dire, c'est que au lieu d'aller vers la complexification, il faut aller vers la simplification. Parce que la réalité de ce qui fonctionne sur le terrain est beaucoup plus simple et beaucoup moins ésotérique que ce on nous a vendu dans des livres. Moi, j'étais le premier fan de Verkhoshansky, Sadzorsky, des techniques super compliquées, des blocs de planification sur des mois, sur des années, avec il faut faire exactement ce truc-là et 4 reps. Et à un moment, quand je me suis posé, que j'ai pris un peu d'écart par rapport à ça, et j'ai dit, mais en fait, pourquoi 4 reps, pourquoi 6 reps, pourquoi 12 reps, pourquoi 1 minute de repos et pas 30 secondes ou 90 secondes? Et j'ai essayé de comprendre les principes au lieu d'appliquer bêtement des méthodes. Bah, j'ai compris qu'en fait, il y avait des principes qui régissaient la préparation physique de manière générale et que ces principes, si tu les comprenais, tout devenait beaucoup, beaucoup plus simple. Et au lieu d'avoir des cases qui différenciaient où on disait 3 reps, ça c'est de la puissance, 5 reps c'est de la force, 8 reps c'est de l'hypertrophie fonctionnelle, 10 reps c'est de l'hypertrophie, bah, tu comprenais que bah non, tu peux devenir plus fort à 10 reps ou tu peux devenir plus musclé à 5 reps, mais ça dépendait de comment t'organiser tout ça. Et quand tu avais compris les principes, tu pouvais tout gérer très simplement et que ça devenait surtout accessible au commun des mortels et qu'il fallait arrêter de prétendre que la préparation physique c'était cet outil magique, ésotérique qui était réservé à une élite de magiciens qui comprenaient des choses que les autres ne comprenaient pas. C'est pas vrai. C'est pas facile, mais c'est simple. Beaucoup plus simple qu'on ne le prétend. Et juste pour reprendre quelque chose que quelqu'un que j'aime beaucoup, Dr Andy Galpin, dit, quand tu complexifies ton programme, que se passe-t-il quand tu rates un jour? C'est la galère après. Hein. Si t'es pas basé sur des principes, sur des concepts simples, tu rates un jour, tout ton programme tombe à l'eau quand il est trop complexe. Bon, moi j'ai une toute dernière question.
Ouais, dis-moi. Alors toi, en tant qu'entraîneur, donc on va un peu sortir, mais en tant qu'entraîneur de Nassourdine, mais là je te demande pas en tant que quel est le mieux pour la suite de sa carrière, c'est vraiment toi pour le challenge intellectuel. Quel est l'adversaire qui t'intéresserait le plus, qui te challengerait le plus intellectuellement dans la programmation du camp, du game plan euh, pour Imavov, en restant réaliste par rapport au, on va dire, top 6 de la Hmm. division. C'est quel profil voilà, qui t'exciterait le plus à préparer pour Nassourdine? Bon, je pense que les trois plus gros défis dans la catégorie, c'est Whittaker, Strickland et Adesanya. Les trois plus compliqués. Je pense que parmi ces trois-là, Whittaker, c'est le plus accessible en termes de sparring à trouver. C'est-à-dire qu'il faut trouver du in and out, Mhm. globalement. En France, ça va. Euh, En France, on peut trouver du in and out. On peut trouver du in and out quand on voit une bonne jambe arrière. On peut trouver du in and out en gaucher, en droitier, pardon. Mhm. Du 1-2 en ligne. Voilà, globalement, Whittaker, je pense que ça se prépare. Il est très fort. Il y a des failles dans son jeu. Ça se prépare. Dès que tu arrives du côté Strickland à Adesanya, déjà tu montes d'un niveau. C'est-à-dire que Strickland, c'est un mélange de Philly Shell et de presque blocage Muay en bas. C'est-à-dire j'avance en levant les genoux pour envoyer un type. Je pense que Strickland, c'est le genre de combattant qu'il faut préparer à l'étranger. Il faut le préparer, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il faut le préparer aux États-Unis. Il faut aller chercher des boxeurs Philly Shell qui font une centaine de kilos. Il faut passer l'essentiel du camp à faire ça. Et puis ensuite, un petit peu de mecs du Muay qui avancent avec le truc et avec le type. Mais le mix des deux permettra, je pense que tu n'auras pas un Strickland, mais Non. si tu prépares suffisamment le Philly Shell et suffisamment l'attitude mouée d'avancer en levant les genoux comme ça et de balancer le type, tu auras quelque chose d'assez réaliste pour battre Strickland. Mhm. Adesanya, tu vois, Adesanya, alors on a un game plan pour le battre. Ouais. Strickland l'a battu, donc on sait le type de combat qui peut le gêner. Mais maintenant, trouver un sparring pour s'entraîner et se préparer à combattre Adesanya, pour moi, il n'y a qu'un seul Adesanya au monde. Et à préparer, c'est un adversaire qui est difficile, qui est très difficile. C'est vraiment un casse-tête. Je pense qu'il faut passer des heures et des heures et des heures pour essayer de comprendre comment Pereira l'a battu, mais Pereira, il l'a plus battu avec la puissance Ouais. qu'avec une domination technique. Globalement, à chaque fois, il était dominé techniquement, mais il arrivait à À construire surpasser son par sa chaos, ouais. puissance, à construire son chaos. Strickland l'a dépassé techniquement. Et c'est le seul, mais on sait que Strickland a un style très, 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 très bizarre. Mhm. Il y a des failles que peu ont exploitées parce qu'il y en a peu qui ont la lutte nécessaire pour exploiter, par exemple, ces failles-là. Il y a Whittaker qui a essayé de lutter un petit peu, pas énormément. Blakovic, mais c'était en light heavyweight. Blakovic, qui l'a eu avec ça, c'est vrai, très, très bon exemple. Blakovic, ce serait à étudier. Ouais. Comment Blakovic l'a battu. Parce que on oublie un truc, c'est que Blakovic a gagné grâce à son grappling, mais pas uniquement. Je trouve que debout, il a montré de belles choses contre Adesanya, notamment sur la Je, gestion de la distance. je pense que le striking de Blakovic est sous-estimé. Ouais. Parce que même contre Pereira, Il en met des crochets, hein. il en met des crochets, Ouais, il ouais. trouve des failles. Ouais. Il n'a pas la puissance nécessaire pour le mettre hors combat, mais il fait un combat qui est peut-être le plus serré des combats de Pereira en 93 kilos. Mhm. Euh, Blakovic, c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant à observer pour comprendre comment tu peux battre Israël Adesanya. Je Mais pense c'est aussi. vrai que Adesanya, c'est quand même une énigme et je sais même pas où tu le prépares. Tu vois, j'ai déjà essayé dans ma tête de me dire j'appelle qui comme sparring pour préparer Adesanya et j'ai pas une là en tout cas sans m'être posé plus dessus, j'ai pas en tête une idée d'un mec qui fait je pense que Adesanya il fait plus d'un mètre 90, mètre 92, 95 peut-être, je sais pas. Je peux regarder tout de suite. Ouais, il est longiligne, hein, ça c'est Il est, clair. il est, il est grand et qu'à 1,93 il fait. Et avec 2 mètres 3 d'allonge. Donc tu fais 1,93, tu as 2 mètres 3 d'allonge et t'es l'un des mecs les plus techniques au monde en striking. Euh, j'ai envie de dire peut-être même un des plus techniques, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que techniquement, Adesanya, ce qu'il propose, c'est hors du commun. Mhm.
Ah, t'es quasi obligé d'aller chercher dans les gros rosters, T'es enfin, obligé. et comment, T'es enfin, obligé tu vois, d'aller chercher dans les top mondiaux Glory. ouais, c'est ça. T'es obligé d'aller chercher là-dedans. Ouais, ou si tu veux aller en MMA, tu dois aller chercher peut-être la KT en bas parce qu'ils cut pas beaucoup et peut-être regarder pour un Edwards, un Yann Gary qui ont un bon pied-point, mais c'est pas comparable. C'est pas C'est pas comparable. comparable. Mais C'est au pas moins, comparable. ça s'en rapproche un peu sur le niveau global. Je veux dire, un Edwards, voilà, Ouais, ouais, ouais. on peut dire que ce serait du solide, mais c'est pas le même style. Il passe beaucoup moins de gaucher à droitier, il bouge différemment, il est un peu plus, un peu moins dans le volume, mais ouais. Après, voilà. Très dur. Combien tu le payes, Analyste. combien tu le payes, Leon Edwards en sparring partner, c'est à toi Ouais. d'aller chez lui pour, en espérant que lui soit hors camp, quoi. Ouais. Ou alors regarder du côté de la Hollande, quel sparring, tu vois, tu peux trouver en striking comme ça, peut-être en faire venir un sur la durée du camp. Mais c'est Mhm. extrêmement dur. C'est extrêmement dur. En France, on a des très très bons strikers, mais on a des strikers qui sont du niveau ou proches du niveau d'Adesanya d'un point de vue technique, mais ils sont pas de la taille et du poids d'Adesanya. Ah, c'est Et ça, donc, hein. encore une fois, 1m93, 2m3 d'allonge, Adesanya, il est unique. Il est unique. Donc, je pense que oui, en Hollande, tu dois trouver certainement un ou deux sparring qui pourraient, mais il faut que Mhm. ça tombe au bon moment. Il faut que le mec ne soit pas en train de préparer un combat au Glory, je sais pas où. Il ne faut pas qu'il soit blessé. C'est un facteur. Préparer Adesanya, c'est vraiment pas facile. Hmm. Ouais, je sais plus si j'en ai déjà parlé pendant un podcast ou pas en off, mais le, pour un combattant amateur aujourd'hui, c'est intéressant pour lui de chercher à avoir un style unique parce que le fait d'avoir un style unique, quand tu seras à très haut niveau, va rendre la tâche compliquée à ton prochain adversaire de se préparer à toi. Si tu as un style un peu plus textbook, un peu plus académique, ben, comme on vient de le dire, voilà, trouver des sparring partners pour se préparer à toi sera un peu moins une complexe, enfin, moins complexe, moins compliqué. Mhm. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de se dire, ok, comment je peux avoir un style un peu unique, un peu difficile à préparer. Ben voilà, on finit le podcast sur un petit conseil aux jeunes combattants. C'est cool. Bah, Nico, c'est très cool. Chris, merci beaucoup. merci à toi. En grand merci et à très vite. À très vite. Ciao, ciao.